construction stratégique des success stories, le cas de Greatest Showman. Bonjour Julien Pillot. Bonjour Jean-Philippe. Julien Pillot, enseignant-chercheur à INSEC Business School. Vous nous dites qu'il y a des enseignements à tirer de The Greatest Showman. Qu'est-ce que c'est d'abord The Greatest Showman ? Alors, The Greatest Showman, c'est un film, une comédie musicale qui est sortie en 2017 avec Hugh Jackman dans le rôle titre et qui en fait retrace la vie de P.T. Barnum, l'entrepreneur de cirque américain. C'est une vision très romancée de sa vie, mais ça m'a donné en fait une grille de lecture stratégique pour analyser quelque chose que je cherchais à analyser depuis longtemps, qui est en fait comment se construisent les success stories à l'ère du numérique. Alors, comment elles se construisent ? Vous nous dites d'abord, elles se construisent parce qu'on voit le monde tel qu'il pourrait être, pas tel qu'il est. Absolument, c'est quelque chose qui revient en fait dans tous les discours sur les origines des Greatest Showman de l'ère 2.0, de Steve Jobs jusqu'à Elon Musk en passant par Zuckerberg, qui nous racontent tous finalement la même histoire. Je me suis construit sur la base d'une vision et dans l'adversité. Et P.T. Barnum, dans le film The Greatest Showman, se construit dans en fait une vision, imagine une vision du cirque telle qu'elle n'avait jamais été imaginée auparavant, qui est à la fois une vision qui est contrainte par les moyens dont il dispose, qui sont très très modestes, mais surtout qui nous éclaire sur la capacité finalement de battre un modèle, un business model qu'on pourrait appeler dominant de l'époque, en faisant finalement une proposition de valeur qui est très différenciante. Et pour y parvenir, qu'est-ce qu'a fait P.T. Barnum ? Il a misé sur des actifs stratégiques dont personne ne voulait pour créer son cercle de monstres, son cycle des curiosités. Et bien en fait, tout un tas d'acteurs de la nouvelle économie se sont construits sur ce type finalement de vision, très finalement hétérodoxe par rapport au business model dominant. Prenons par exemple Uber ou Airbnb, on leur disait vous ne pouvez pas être une compagnie de taxi si vous ne disposez pas de vos taxis, vous ne pouvez pas être un opérateur d'hôtellerie si vous ne disposez pas de votre parc de logement. Bah si, je vais vous prouver que je peux le faire et c'est ma vision du marché et je vais la concrétiser. Temps de éveiller les actifs dormants et faire le buzz. Et ben c'est justement là que la transition est toute trouvée avec Airbnb, avec Uber. Qu'est-ce qu'ont réussi à faire finalement les Greatest Showman de l'économie numérique ? C'est d'aller chercher sur le marché des actifs qui sont abondants, qui sont disponibles, pas du tout exploités, très accessibles, donc très peu chers finalement, parce que leur valeur ne réside pas dans l'actif, mais dans la massification des actifs au sein d'une même plateforme. C'est comme ça qu'on crée un Uber, c'est comme ça qu'on crée un Airbnb. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des acteurs traditionnels qui tiennent le marché ? Eh bien, très rapidement, on essaie de faire interdire cet acteur un petit peu hors norme, ce trublion qui vient quelque part troubler la quiétude de notre activité stratégique. Et lorsque vous avez des centaines de milliers de taxis qui manifestent pour faire interdire Uber, c'est la meilleure vitrine finalement publicitaire pour Uber. Mais évidemment. Être l'incarnation vivante du show. Et oui, là aussi, on se rend compte que bien loin des capitaines d'industrie un petit peu traditionnels, on a là des acteurs, on a là des leaders qui se mettent en scène, un petit peu à la manière des stars de hip-hop par exemple, qui ont tout à fait compris que les clients sont là à la fois pour les produits et les services qu'ils vendent, mais également pour eux-mêmes, pour l'image qu'ils véhiculent. Les keynotes d'un Steve Jobs, c'est un énorme show. Les keynotes d'un Satya Nadella, par exemple, le PDG de Microsoft, c'est vraiment un énorme show à l'américaine. Et finalement, les nouveaux leaders, Elon Musk, etc., sont des leaders qui sont charismatiques, mais qui surtout se mettent en scène. Lorsque vous achetez un produit, lorsque vous achetez une Tesla, vous achetez un petit peu de l'univers fantasmagorique d'Elon Musk. C'est un outil à la fois de pilotage en interne, parce que ça leur permet de conserver leurs équipes sous tension, qui sont un petit peu fascinées par ces leaders charismatiques, qui ont l'impression d'écrire l'histoire avec eux. Et puis c'est quelque chose qui engage le consommateur, mais également éventuellement de nouveaux talents, parce que ces personnes-là sont énormément puissantes en matière de talent acquisition. Et puis évidemment, ce qui empêche de dormir, tout pirate ou révolutionnaire, est-ce que je dois demeurer infréquentable ou est-ce qu'il faut rentrer dans le rang ? Et bien là, on est face à un dilemme stratégique. Zuckerberg aujourd'hui, hein ? Absolument. Il est en plein dedans. Lorsque on s'est construit sa success story en étant borderline, en étant en marge, très rapidement, si tant est qu'on a le succès que l'on espère, eh bien, on est rattrapé par l'establishment et on devient finalement non plus le modèle alternatif, mais le modèle à abattre, le modèle dominant à abattre. Et donc, finalement, on est face à un dilemme qui est
très anciens et très documentés en stratégie, finalement, est-ce qu'on peut être systématiquement dans l'exploration ou est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on ne bascule pas dans l'exploitation finalement d'un avantage concurrentiel bâti au préalable? Eh bien oui, effectivement, les Greatest Showman peuvent-ils demeurer des Greatest Showman lorsqu'ils sont devenus des Greatest Showman? Mais la question reste entière et je me la pose toujours. Merci Julien Pillot. Merci Jean-Philippe.